Bonsoir ou bonsoir, bonsoir Léa. Bonsoir David. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes avec également François Langlais qui nous rejoindra dans quelques instants. À moins de 3 semaines du premier tour de cette primaire de la gauche, notre invité ce soir, c'est le candidat qu'on n'attendait pas. Ce candidat, c'est Vincent Peillon, 56 ans, ancien ministre. Il était sorti des radars de la politique. Il avait repris ses cours de philosophie, avait même sorti un roman policier. Et puis, le revoilà. Bonsoir Vincent Peillon, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Vincent Peillon, on va parler bien sûr de votre programme. D'abord 2 mots sur cette candidature surprise. Nos téléspectateurs s'interrogent peut-être lorsque vous avez pris cette décision il y a quelques jours. Vous vous imaginiez, vous vous voyez aujourd'hui dans 4 mois à l'Élysée dans la peau d'un président de la République, ou c'est une manière d'occuper l'espace politique? Il y a 25 ans que je fais de la politique. Je suis le plus âgé d'ailleurs des 4 dont on parle. J'ai été député il y a plus de 20 ans. J'ai dirigé quasiment les 4 dernières campagnes présidentielles. J'ai toujours porté des projets pour la gauche. Bien entendu, j'ai longtemps réfléchi à ce que pouvait être et à ce que doit être un projet pour la France. Ce qui s'est passé, que tout le monde doit comprendre, c'est que je ne suis pas de ceux qui sont pousse-toi de là que je m'y mette. François Hollande était président. J'ai d'ailleurs contribué à faire qu'il le soit, et je ne le regrette pas. La situation qui s'est créée, c'est une situation qui ne s'est jamais produite sous la Ve République. Un président qui ne peut pas se représenter. C'est ça le déclencheur, pour vous, le renoncement de François Hollande? Bien entendu, s'il avait été candidat, ce qui était quand même le plus normal, qu'il aille assumer son bilan et faire un nouveau projet. Et lorsqu'il n'a pas pu le faire, pour des raisons qui le concernent, et qui concernent sans doute aussi l'état de l'opinion, j'ai songé qu'à ce moment-là, le flambeau que m'avait transmis à une époque Lionel Jospin, avant François Mitterrand, après François Hollande, il fallait le reprendre. Oui. J'ai entendu tout à l'heure votre sujet. Je serai au centre-gauche. Non, je suis au cœur de la gauche. Il y a des gens, c'est le cas d'Arnaud Montebourg, c'est le cas de Benoît Hamon, je les respecte, c'est la gauche du Parti socialiste. Manuel Valls, vous l'avez vu dans la dernière primaire, on le sait depuis des années, il incarne plutôt l'aile droite du Parti socialiste. Il se recentre aujourd'hui. C'est possible. Moi, je ne me recentre jamais, parce que je n'ai jamais quitté le centre. J'ai toujours tenu les mêmes propos, j'ai construit les mêmes projets, j'ai eu les mêmes attitudes. Et donc, je n'ai pas à changer en fonction des circonstances. Vous êtes le candidat central, vous vous présentez comme le candidat central de cette primaire, et vous voulez être le candidat rassembleur. Vous dites, une fois la primaire gagnée, il faudra rassembler. Avec qui voulez-vous rassembler Vincent Peillon? Vous, président, est-ce que vous travaillez avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous travaillez avec Emmanuel Macron? Est-ce que vous travaillez avec François Bayrou? D'abord, la première chose, c'est de bien faire comprendre que jamais la gauche ne gagne quand elle ne se rassemble pas. C'était vrai en 1936, ça a été vrai en 1981, ça a été vrai en 1997, ça a été vrai en 2012. Sauf que, et c'est sans doute une des difficultés majeures de ce quinquennat, en 2012, des gens qui avaient voté pour François Hollande, c'est le cas des électeurs du Parti communiste ou de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de François Bayrou, qui avait tendu une main, voté pour François Hollande, c'était historique. Qu'un vrai centriste, pas un centriste de gauche, un vrai centriste qui avait été ministre de droite fasse ce chemin. Et vous avez dit on a eu tort de ne pas lui tendre la main, François Bayrou. Non seulement il a eu tort, mais vous le savez, je suis celui qui avait réuni de Robert Hue, en passant par Christiane Taubira, en passant par Marielle de Sarnez, en passant bien sûr par les socialistes, en passant par Daniel, comme vous le dites, parce que je pense que la France, pour surmonter les difficultés qui sont les siennes, a besoin de créer un rassemblement des femmes et des hommes de progrès autour d'une ambition commune et dans le respect de chacun. Et c'est pour ça que je propose d'ailleurs un changement institutionnel qui le permettrait. L'idée de contrat de gouvernement, celle de Pierre Mendès France, qui suppose une proportionnelle et des projets clairs sur lesquels des femmes et des hommes de bonne volonté se rassemblent. Très bien, mais derrière les faits d'annonce, et on vous entend ce soir, mais derrière les faits d'annonce, vous voyez sérieusement dans un même Conseil des ministres, sur la même table, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, soyons sérieux. Je n'ai pas à parler à leur place, mais en tout cas, le travail que j'ai à faire d'abord dans le Parti socialiste, c'est de rassembler. Cette décision, elle vient aussi du fait que je pense que les uns et les autres, mes amis et concurrents, ne le pourront pas. Manuel Valls a provoqué dans la gauche des fractures profondes. C'est ainsi, sur des questions de valeurs, mais aussi sur des orientations sociales et économiques. Comment vous expliquez que la plupart des Hollandais... Permettez-moi de continuer. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, eux-mêmes qui ont été ministres plus longtemps que moi de ce gouvernement, en sont sortis pour le critiquer de façon très systématique et brutale. Et donc, ils se sont mis les uns et les autres, quel que soit leur talent, dans des situations difficiles. Ce n'est pas mon cas. Je suis parti plus tôt.
On connaît mes oppositions de principe, je n'ai pas changé, mais je n'ai jamais tiré contre mon camp. Mais dites-moi juste d'un mot, comment vous expliquez que la plupart des Hollandais, de Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin, Najat Vallaud-Belkacem, aient choisi de soutenir Valls, c'est pas vous, Vincent Peillon? Je ne commande pas la liberté des uns et des autres. Je m'adresse aux Français et au peuple de gauche. Je leur dis une chose simple, je suis là pour gagner l'élection présidentielle. Les commentateurs veulent vous faire croire que la gauche a perdu. Et pourquoi? Regardez le programme de M. Fillon. Des bénéfices pour quelques-uns, des sacrifices pour tous les autres. C'est vrai sur les questions de santé dont on a parlé, c'est vrai sur la fiscalité, c'est vrai sur les services publics. Il ne s'est pas préparé, il a encore un peu de temps devant lui, à être le président de tous les Français. Il s'est préparé à être le président de clientèle, l'extrême droite. Madame Le Pen, qui tous les jours voudrait nous faire croire qu'elle sert les classes laborieuses. Là où ses amis gouvernent, les enfants de chômeurs n'ont pas le droit d'aller à la cantine. Donc la gauche doit être en capacité de gagner sur ses valeurs, sans changer d'opinion toujours, en disant la même chose quand elle est dans l'opposition et au gouvernement. Et vous, vous voyez vraiment président de la République? Vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Je me vois président de la République et d'ailleurs, je vais vous dire, je l'avais dit, aucun autre mandat ne m'intéresse. J'ai eu 4 mandats de parlementaire. J'ai participé, j'ai été numéro 3 d'un gouvernement, j'ai participé à la vie politique française depuis 25 ans. La seule chose qui m'intéresse, c'est le destin de mon pays. Et je pense, David Pujadas, que nous sommes dans un moment, regardez l'Europe. Regardez ce qui se passe aussi sur notre territoire, la montée des nationalismes, la haine de l'autre, le rapport aux réfugiés. Nous sommes dans un moment historique. Moi, je suis prêt à affronter ce moment et je suis prêt à être ferme dans les années qui nous attendent. On parle de tout cela maintenant. Votre programme, vous avez largement insisté sur l'économie tout à l'heure. Bonsoir François Langlais, vous en tracez les grandes lignes avant de nous rejoindre à cette table. Vincent Peillon est un candidat pro-européen. Il veut mettre en place ce qu'il appelle un New Deal. D'un côté, la France poursuivrait ses efforts de réduction du déficit jusqu'en 2022 pour arriver à 1,5% du déficit, c'est-à-dire un niveau 2 fois inférieur à celui d'aujourd'hui. Et de l'autre, en contrepartie, en quelque sorte, la zone euro se doterait de capacités budgétaires pour soutenir la croissance et l'Europe lancerait un grand programme d'investissement à hauteur de 1 000 milliards d'euros. En matière de stratégie économique nationale, Vincent Peillon souhaiterait faire monter en gamme l'économie française avec le développement en 3 points de la formation, de la recherche et le soutien à l'exportation. Côté social, remise en cause de la loi El Khomri, mais aussi maintien des 35 heures et mise sous condition de certaines aides aux entreprises, comme le fameux crédit d'impôt compétitivité qui serait réservé aux entreprises qui ont signé des accords sociaux. Au plan fiscal, Vincent Peillon souhaiterait rendre la CSG progressive, réformer le droit des successions. Il veut également mettre en place ce qu'il appelle un bouclier fiscal pour les plus modestes qui limiterait le coût de la taxe d'habitation pour les bénéficiaires. Enfin, il souhaiterait diminuer l'impôt sur les bénéfices des entreprises, au moins pour les petites entreprises. Alors qu'est-ce qui suscite chez vous des interrogations dans ce programme, François? Bonsoir, Monsieur Peillon. Bonsoir, Monsieur Langlais. J'ai bien sûr regardé avec beaucoup d'attention votre programme. Je vous en remercie. Il y a un mot qui est un mot important qui n'apparaît curieusement qu'une seule fois, c'est le mot chômage. Alors bien sûr, vous parlez quand même de retrouver le plein emploi, mais dans des termes quand même assez vagues. Vous dites notamment, on l'a vu, qu'il faut monter en gamme. Il faut faire monter en gamme la production française, c'est tout à fait vrai. Mais c'est une œuvre de long terme, c'est l'œuvre d'une génération. En attendant, pour les 6 millions, ou presque, d'inscrits à Pôle emploi, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, patientez, je n'ai rien à vous proposer, je n'ai rien à vous dire. Non, je ne dis pas ça du tout. D'abord, si vous prenez les jeunes, c'est la garantie jeune. Il y a des systèmes qui marchent en France. D'abord, vous adressez à quelqu'un, parlons des décrocheurs. La France s'est plaint pendant très longtemps, il y avait 140 000 décrocheurs. Il y en a aujourd'hui 95 000. Quand j'ai quitté le ministère, en 2 ans, il y en avait 110 000. Pourquoi? Parce que nous avons fait ce que font tous les pays qui réussissent. Si vous voulez sortir quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, sa situation, il faut l'accompagner, il faut faire de l'individuel, il faut mettre l'argent là plutôt que sur l'augmentation permanente. J'entends actuellement les Pères Noël en rajouter sur les revenus d'assistance. Non, il faut mettre de l'argent pour la formation et pour ramener les gens. Qu'est-ce qui marche en ce moment? La création d'emplois, c'est une affaire d'entreprise. Et c'est bien pour ça que vous l'avez noté dans le quinquennat de François Hollande. Il y a eu 40 milliards de baisse pour 30 milliards d'impôts, pour 10 milliards de charges sur les entreprises. Ça a permis aux entreprises de recommencer à avoir des marges. Elles recommencent un peu à investir. Elles ont oublié une chose. C'est d'embaucher suffisamment. Ça vient en fin de quinquennat. Bien, il faut accélérer ce mouvement et c'est pour ça, vous l'avez fort bien dit,
d'objectifs chiffrés en matière de diminution du chômage ou de création d'emplois. Est-ce que c'est parce que vous avez été C'est par honnêteté vis-à-vis des Français. Je dirais toujours, je viens d'une école... Un engagement, c'est fort. Ben, Ça signe bien sûr, justement bien une sûr. volonté politique. Et les engagements des hommes politiques depuis des années sur ces questions, c'est des engagements qui ont été démentis par les faits. Le dernier notamment, et qui celui ont de François Hollande, oui. Mais de tous. Moi, je sais exactement ce qu'il faut faire et personne ne pourra nier que ces mesures sont les mesures préconisées par tous si on veut lutter efficacement. Accompagner ceux qui sont loin. Je veux aussi l'extension de la garantie jeune. Vous savez, en France, quand quelque chose marche, on ne s'y intéresse pas. Il y a 100 000 jeunes là avec la garantie jeune, et c'est une bonne mesure de François Hollande, qui sont remis, entre 16 et 25 ans, qui sont remis dans l'emploi. Les missions locales, aujourd'hui, doivent étendre cela. 100 000. Ces 100 000 individus, Pierre, Jacques, Marie, qui étaient dans la très grande difficulté, qui retrouvent quelque chose. On peut l'étendre, il faut le faire, il faut le financer, il faut les accompagner. Ces dispositifs, je les ai prévus. Ensuite, je ne veux pas déstabiliser les entreprises. Mais là où vous ne me donnez pas raison, malgré un exposé d'une remarquable honnêteté, c'est sur la chose suivante. L'impôt sur les sociétés que je baisse à 15% pour les 100 000 premiers euros de bénéfices, c'est les petites entreprises françaises qui doivent pouvoir créer plus de l'emploi. C'est ce que j'ai indiqué. Parce que, absolument, donc vous me demandez sur le chômage, parce qu'elles souhaitent le faire. D'autre part, c'est réservé évidemment aux entreprises qui font du bénéfice. Il y en a, mais il y en a d'autres aussi. Et celles-là, pour le coup, on se contente des dispositifs existants. Pas du tout, puisque vous l'avez aussi noté, le plan de mise sous condition du CICE là, on leur donne plutôt moins qu'aujourd'hui. Est un plan qui amène à avoir une politique pour favoriser les petites entreprises à l'exportation, là où nous avons des difficultés. Je vous rappelle que le CICE, on nous a dit, c'est pour les entreprises qui sont dans la concurrence internationale. On a versé sans aucune condition du CICE à des entreprises qui ne le sont pas, et donc qui sont abritées. Moi, je dis qu'une des très grandes difficultés de la montée en gamme et de la réussite de la Maison France, c'est que l'on n'aide pas aujourd'hui sur les brevets européens, sur la propriété intellectuelle, sur la formation, sur l'introduction du numérique. Et donc, toutes ces mesures sont prévues. Vous savez, si on veut réussir, et pas simplement accumuler des litanies ou faire des coups médiatiques, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut le faire avec sérieux. Ça n'est pas manifeste dans ce quinquennat, hein, pardonnez-moi. 500 000 chômeurs de plus. Oui, et le précédent. Et la dette dont on a hérité. Vous savez, j'ai connu... Ça n'était pas mieux, celle-ci. Monsieur Languet, soyons sérieux. J'ai connu un quinquennat où le chômage a baissé. Je partage avec vous cette préoccupation. Donc, Lionel Jospin a été battu. Les chômeurs avaient baissé. Dans la dernière année, il y avait effectivement une petite remontée. Aujourd'hui, vous avez, à la fin du quinquennat de François Hollande, une baisse du chômage. Et on voit qu'il ne peut même pas se représenter. Le problème est beaucoup plus grave. Chirac, il gouverne 2 ans. Mitterrand peut se faire réélire parce qu'il est en cohabitation. Aucun président de la Ve République n'a pu gouverner dans la durée. Notre pays a besoin de temps long, de réformes de structure, de s'unir autour de ces grandes réformes. Et c'est pour ça qu'une des premières propositions qui est la mienne, c'est de changer nos institutions. Alors, car les institutions d'aujourd'hui... On va rester sur l'économie, si vous voulez bien, parce que c'est un peu la même chose, là. Hein. Vous avez une autre singularité qui est intéressante. Vous êtes le candidat déclaré de la rigueur budgétaire. Le seul candidat de gauche qui veut réduire autant le déficit, on l'a vu aussi, 1,5% du PIB. Pour obtenir de la crédibilité en Europe, notamment auprès de l'Allemagne. Voilà, hein, c'est votre argument. Le seul problème, c'est que on ne voit pas très bien comment vous faites. Parce que vous alignez les dépenses nouvelles pour l'éducation, pour la sécurité, pour la défense, pour la recherche, pour la culture, pour la retraite. Vous dites aussi vouloir baisser les impôts. Je ne comprends pas très bien comment on peut diminuer le déficit en augmentant les dépenses et en faisant rentrer moins d'argent dans la caisse de l'État. Si vous avez fait la somme des dépenses que je propose, elles sont aujourd'hui de 16 milliards. Vous avez parlé, par exemple, de la baisse progressive de la CSG. En réalité, ce sera la fusion des 2 impôts, puisque vous savez que constitutionnellement, je ne pourrais pas le faire. Ces 16 milliards, évidemment, c'est la dépense la moins importante. Mais qu'est-ce qu'elle me permet de faire ? Elle me permet de financer toutes ces mesures de gauche. Un service public pour les personnes âgées. La priorité à la recherche et à l'enseignement supérieur. Vous voulez diminuer le déficit, oui, c'est-à-dire le réduire de moitié. Oui. Vous ne pouvez pas à la fois, avec ces 16 milliards, financer vos dépenses nouvelles et diminuer le déficit. Mais bien sûr que si. Puisque vous allez avoir... il a trouvé un trésor dans le jardin, là. Parce non, j'ai fait d'ailleurs, je vous le dis, je suis sans doute le seul, mais c'est mon ancienneté, avoir fait expertiser mon projet et par le FMI et par la Commission européenne. Alors, j'en ai des détails techniques puisqu'ils vous intéressent. Je fais 3,5 milliards de baisse structurelle par an. Je suis sur une hypothèse de croissance de 1,7 et d'inflation de 0,8. 16 milliards, c'est ce que fait Manuel Valls avec une seule mesure et M. Fillon, n'en parlons pas. Pourquoi ? Parce que je suis un homme de gauche et que je pense profondément que la dette, qu'est-ce qu'elle fait en France ? On accumule de la dette depuis des années. C'est moins de redistribution pour les gens qui en ont besoin, c'est moins d'investissement d'avenir pour notre jeunesse et notre pays, et c'est évidemment, en plus,
des coûts qu'il faut payer à un moment ou à un autre, et on peut avoir une hausse des taux d'intérêt. Je veux montrer qu'on peut avoir une gestion rigoureuse qui accompagne une politique de gauche, et en même temps, je veux montrer, parce qu'on va peut-être y revenir, que l'on peut être pleinement de gauche et totalement européen. Juste un dernier point sur le financement de votre bouclier fiscal. Vous l'avez évalué vous-même à 3 milliards d'euros. Tout est évalué. On rappelle qu'il s'agit d'un mécanisme pour limiter le coût de la taxe d'habitation pour les contribuables aux revenus modestes. D'où vient l'argent ? C'est très simple. Cet argent-là fait partie des 16 milliards. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé en France? Dans les dernières années... Vous mettez beaucoup de choses dans les 16 milliards. Non, je ne mets pas beaucoup de choses. Je suis prêt à le faire avec vous. Tout ça, et d'ailleurs, je communique ces chiffres. Ils sont disponibles. La rapporteure générale du budget qui travaille avec moi vous les donnera très précisément. Je ne me serais jamais permis, ça va peut-être changer, de m'engager sur des choses que je ne pourrais pas tenir. J'en ai assez des politiques qui changent d'avis en fonction des semaines, ou des gens qui font des promesses dans des élections et qui après font autre chose. C'est aussi une grande difficulté du quinquennat. Personne n'avait dit qu'il y aurait 40 milliards de baisse de charges. De la même façon que Chirac n'avait jamais dit, après avoir fait campagne sur la... Moi, je dis exactement ce que je veux faire. Bien. Si ça convient aux Français, ils le prendront. S'ils ne veulent pas, ils ne le prendront pas. Un mot quand même sur l'Europe. Rapidement, s'il vous plaît. Les grands investissements pour le développement durable, pour la jeunesse, pour nos entreprises, ils viendront de l'Europe. Il faut amorcer... Si l'Europe est d'accord. Mais elle sera d'accord à une condition. Pourquoi l'Europe n'est pas d'accord aujourd'hui? L'Europe n'est pas d'accord parce que notre signature n'est pas crédible. En rendant notre signature crédible, nous allons obtenir de l'argent. Et c'est pour ça que je veux relancer le moteur franco-allemand. Car en plus, l'Europe est en train de s'écrouler. Nous avons 12% de moins d'investissement qu'avant la crise de 2008 en Europe. Vous imaginez l'Europe qu'on prépare pour nos enfants? Bon. Donc, il faut relancer ça. Quand même, des choses ont été faites. Le mécanisme européen de stabilité, on l'a obtenu. Il y a 700 milliards, dont 80 pour la Grèce. On a obtenu un plan avec Juncker, 300 milliards. Il suffit d'être crédible et de venir non plus à injurier les Allemands, certains l'ont fait, y compris sur leur territoire, à écrire des livres pour dénoncer l'Allemagne, ils ne doivent pas connaître l'histoire européenne. Il faut dire, l'Europe va repartir à partir du couple franco-allemand. Il faut que nous fassions notre part du chemin. C'est ça un pacte de confiance, c'est ce que je propose. Mais en échange, nous demandons ces investissements, un budget européen et bien entendu une capacité d'endettement collectif. Merci François, et on va poursuivre puisque vous êtes sur l'Europe. Vous avez une position, Vincent Peillon, originale. En tout cas assumé sur les réfugiés. Oui, il faut les accueillir, dites-vous, il faut qu'on accueille les réfugiés. Très bien, il faut même un corridor humanitaire entre les pays voisins de la Syrie et l'Europe pour pouvoir les accueillir. C'est ce que vous avez dit ce matin en annonçant votre programme. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard quand même Angela Merkel, qui en a accueilli plus d'1 million, dit aujourd'hui, est en train de négocier avec Erdogan aujourd'hui pour dire stop, on ne peut plus les accueillir, il faut qu'ils restent en Turquie. Est-ce que vous n'êtes pas complètement à contre-courant? Enfin, vous parlez d'1 million, nous avions pris un engagement de 30 000 que nous n'avons pas respecté. Moi, je pense qu'il faut revoir le droit d'asile, c'est un des plus grands échecs de l'Europe. Et ça touche l'Europe sur ses valeurs fondamentales, l'incapacité qui a été la nôtre d'accueillir les réfugiés. C'est un crime historique dont l'histoire se souviendra. Un crime historique, pardonnez-moi, les mots ont un sens. Vous dites que c'est un crime historique. C'est François Hollande qui était à la manœuvre. C'est François Hollande qui n'a pas accueilli 30 000 réfugiés. L'Europe n'a pas été à la hauteur. Elle s'est déchirée et elle a foulé aux pieds ses valeurs avec des pays, c'est quand même pas le cas d'une autre, qui ont remis en place des barbelés sur le sol européen pour interdire à des migrants qui étaient des réfugiés chassés par la guerre de venir. Et nous avons été incapables de faire ce que nous devions faire. Ce problème de la crise migratoire, il va continuer. Et donc, il faut se battre pour que nous fassions mieux. Ça suppose beaucoup de choses, évidemment. On a en même temps la lutte contre le terrorisme, donc la protection des frontières, des gardes-côtes pour lutter beaucoup plus efficacement contre les marchands, les passeurs qui utilisent. Il y a un trafic terrible sur ces personnes. Et il faut en même temps, lorsqu'ils sont là, les accueillir dignement et prendre notre part de cet accueil. Ça veut dire quoi, prendre notre part? Ça veut dire combien de personnes par an? Si vous êtes président de la République dans 5 mois, combien de réfugiés vous accueillez par an? L'engagement qu'on avait pris, c'est 30 000, mais ce que je veux revoir, c'est les accords de Dublin. Ce que je dis très clairement dans mon projet, c'est qu'on ne peut pas... Il n'y a aucune solidarité européenne dans cette affaire. Donc il faut reprendre la discussion collective en disant une chose. Vous savez ce que je crois? L'Europe, c'est 2 choses. C'est l'euro et c'est la Charte des droits fondamentaux. Aujourd'hui, on punit certains États lorsqu'ils ne respectent pas l'euro. On ne les punit pas lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements liés à la Charte des droits fondamentaux. Je propose... On aurait dû punir la France? Ce n'est pas d'abord la France, franchement. Regardez la Hongrie, regardez d'autres pays avant la France. Donc je ne crois pas qu'on peut lui reprocher, franchement, d'être la moins humaine, même si j'aurais préféré qu'on fasse mieux
et qu'on fasse plutôt, je pense aussi à Sangatte, que je connais bien. Sur la France, Vincent Peillon, regardez cette déclaration. Déclaration, le mot n'est pas tout à fait exact, de François Hollande. Elle est rapportée par nos confrères qui ont rédigé et qui ont publié ce livre « Un président ne devrait pas dire ça ». François Hollande, je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. On les fait par les Français, puis arrive un autre groupe, il faut tout recommencer, ça ne s'arrête jamais. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. Vous partagez cette déclaration? Je ne commande pas des propos qui sont rapportés, vous me le permettrez, mais je vais quand même vous répondre. La fierté de la France, la grandeur, je l'ai dit ce matin, c'est d'être celle qui a porté dans le monde entier la Déclaration des droits de l'homme qui affirme l'universalité du genre humain. C'est notre honneur. Nous sommes respectés dans le monde entier parce que nous sommes cette France-là. Nous en avons hérité de nos parents, de toute une histoire de combat. Ce dont parlait François Hollande, c'est notre capacité d'intégration. Quelle capacité d'intégration? D'après lui, 0,2% de la population. Mais la France, c'est un brassage d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, c'est le cas de ma famille, qui ont été chassés dans des moments. Et nous ne sommes pas capables d'accueillir 0,2%. Je pense qu'on perd. Là, il parlait de l'immigration en général. Permettez-moi de vous dire que la gauche a perdu sur les valeurs, d'abord la bataille idéologique. Et que si je suis là, c'est pour dire, non seulement on peut être de gauche et européen, mais on peut être de gauche dans le respect de ces valeurs. Et c'est quoi? Très européen, internationaliste, et se rappelant cette universalité du genre humain, qui nous fait un devoir d'accueillir ceux qui, on le voit tous les jours, quelle contradiction, sont massacrés chez eux, massacrés dans des guerres où nous sommes aussi engagés. L'intégration, c'est aussi la laïcité, vous en parlez dans votre programme. Vous dites, je vous cite, « Il ne faut pas que ce soit un instrument de domination à l'égard de certaines catégories de population. Il ne faut pas que ce soit un instrument d'intolérance. » C'est le cas, Vincent Peillon. Aujourd'hui, la laïcité est un instrument de domination. Ça veut dire quoi, ce mot? Il y a eu un dérapage les dernières années. La laïcité, la loi de 1905, c'est une grande loi de paix. Elle a permis, après des combats terribles qui ont divisé, on parlait de la guerre des deux France, qui ont divisé la France, de faire la paix, et en particulier à l'époque, entre une religion qui était dominante, le catholicisme, et des religions minoritaires. C'était le protestantisme, c'était avec des vagues d'antiprotestantisme, et c'était évidemment le judaïsme. Instrument de domination. Dites dérapage. Donc, ceux qui ont fait la laïcité, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès, ont toujours veillé à ce que ce soit un instrument de liberté autour de deux principes. Liberté de conscience et d'expression pour chacun, neutralité de l'État. Neutralité de l'État, ça veut dire que je ne favorise personne dans ses croyances intimes, dans ses opinions, par rapport à d'autres. Si certains veulent utiliser la laïcité, ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans les Juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. C'est intolérable. Qui, soyez honnête. Marine Le Pen ne fait que ça. Enfin, écoutez, ça fait 5 ou 10 ans qu'elle fait croire. Elle emploie les mots et elle les détourne totalement. Quand on vous écoute, on a le sentiment que vous pensez à Manuel Valls. Voilà, pour dire les choses franchement. Mais parce que vous avez mauvais esprit. D'accord. Le problème n'est pas Manuel Valls en France. Le problème, c'est le fascisme rampant de Madame Le Pen, je viens de donner un exemple tout à l'heure, qui utilise, comme ça a toujours été le cas, les mots de la République pour faire le contraire. Par exemple, elle dit « je suis patriote ». Vous savez quel est le sens du patriotisme en France? C'est précisément l'internationalisme. Les grands fondateurs de la République disaient « je suis patriote, je ne suis pas nationaliste ». Parce que être patriote, c'est aimer la France en tant que patrie universelle. Quand Manuel Valls elle retourne en permanence les mots et elle fait de la laïcité un instrument, non pas de liberté et de tolérance, mais un instrument de violence à l'égard de Quand Manuel Valls dit qu'il veut une charte de la laïcité, il l'a annoncé ce matin, il veut une charte de la laïcité adossée à la Constitution s'il était, lui, président. Vous êtes pour cette charte de la laïcité? Je suis celui qui a remis l'enseignement moral et civique dans toutes les écoles de France. Je suis celui qui a fait inscrire la charte de la laïcité dans toutes les écoles de France. À ce moment d'ailleurs, j'ai été beaucoup moqué parce que les gens ont tout confondu. Ils se sont intéressés à la laïcité après les attentats terroristes. La laïcité, ça ne concerne pas que des gens qui se font exploser. C'est un peu trop tard pour eux. Ça concerne chacun et chacune d'entre nous. Et moi, je considère que cette question de la laïcité, qui doit être ferme aussi, je ne tolérerai pas dans l'espace public des gens qui ne respecteraient pas nos principes. Charlie, liberté d'expression, égalité des hommes et des femmes dans certains cafés. Mais à partir de là, il faudra le faire avec le respect de chacun et ne pas l'utiliser dans une comédie politique. Il nous reste 3 minutes, on va essayer d'aborder quelques autres thèmes. Du point de vue des institutions, je lis votre programme, vous dites mandat unique pour le président de la République et vous dites contrôle citoyen sur l'application des lois. On a le sentiment, en vous lisant, que les politiques
doivent rentrer la tête dans les épaules, qu'ils doivent presque s'excuser d'être là, que tous ceux qui ont une compétence finalement doivent reculer et que être partie prenante des citoyens sans compétence particulière est presque un brevet de bonne conduite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie? Je dis exactement l'inverse, là vous m'avez mal lu. Je dis qu'il faut, finalement, hein, ça marche dans les autres pays autour de nous, et c'était la théorie des Républicains dès 1875. Un Parlement à la proportionnelle. Pourquoi? Quelle est la grande blessure française? Là, je ne parlais pas de la proportionnelle. Oui, mais ça compte. Le mandat unique, ça veut dire on ne revient pas devant les électeurs pour exercer sa responsabilité et répondre de ce qu'on a fait, par exemple. J'ai jamais dit ça, ce n'est pas dans mon texte. J'ai dit le mandat unique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en même temps parlementaire et président d'un exécutif local ou élu local. Je parle de 3 mandats successifs. Donc je ne dis pas du tout ce que vous dites. Et je pense que ça n'aurait pas de sens, d'ailleurs. Et j'ai dit tout à l'heure que je considérais, c'est aussi une question d'éthique politique, que le président de la République devait, ayant été élu par les Français, revenir devant eux. Donc je ne dis pas ça du tout. Je dis quelque chose de beaucoup plus important, si vous me le permettez. Je dis qu'une grande majorité des Français, de gauche comme de droite, car tout le monde est obsédé par le Front National, ne sont pas représentés dans notre système. Je dis que l'on gouverne la France avec des majorités très étroites et de plus en plus étroites, et donc brutales. Je ne dis qu'on ne fait pas l'effort de construire ces majorités larges pour mener des grandes réformes dont nous avons besoin. Et je dis que au bout de 30 ans d'expérience, cette succession de présidents qui n'ont pas pu être réélus et dont, dans le fond, nous commentons pendant 5 ans la défiance, on l'a fait avec Sarkozy, on l'a fait avec Hollande, nous appelle à un sursaut démocratique et républicain, de telle sorte que tous les Français puissent être représentés et construire ensemble, écrire ensemble leur destin commun. C'est cette réforme qui est la plus importante. D'ailleurs, je crois noter que je suis la seule à la proposer, comme les éléments européens et comme les éléments qui concernent la fiscalité du patrimoine. Un autre point, Léa. Un dernier point, vous êtes député européen, vous avez été philosophe, vous avez écrit donc des romans policiers, mais vous restez associé, Vincent Peillon, pour beaucoup de Français, à la réforme des rythmes scolaires. Pour beaucoup de Français, c'est une réforme qui est ratée, qui a créé des inégalités, qui a été mal financée. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que c'est une réforme qui a été ratée? Non, j'ai là l'exemple, c'est une réforme qui pourrait être améliorée. J'ai l'exemple exactement d'une réforme dont tout le monde pensait qu'il fallait la faire. La droite, qui avait enlevé une demi-journée de classe aux enfants, avait fait, Luc Châtel, une grande consultation et avait dit « on a fait une grosse bêtise, il faut y revenir ». À partir de là, tous les syndicats avaient écrit un texte, c'était la première fois où ils s'étaient mis d'accord pour dire « il faut y revenir ». On a fait une consultation et tout le monde a dit « il faut y revenir ». Et au moment où on est passé à l'acte, parce qu'on dit que ça n'a pas été concerté, c'est exactement le contraire. Au moment où on est passé à l'acte, tout le monde s'est dit c'est un petit effort. Je ne l'avais pas mesuré. Effort pour les parents, parce que ça change leur mode de vie. Effort pour les enseignants. Je leur demandais de revenir le mercredi matin. Effort pour les mairies, pour financer. Pour les collectivités locales. Mais il faut, bien entendu, mais il faut distinguer 2 choses. Vous avez le temps scolaire qui était de ma responsabilité. Aujourd'hui, les enfants de France ont 5 matinées pour apprendre à lire, écrire, compter et se cultiver. Personne ne vous dira que c'est moins bien que 4. Après, toute la société, ça ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale. À 15h30, l'école obligatoire est finie. Il fallait prendre en charge ces enfants, et il fallait que la France, à ce moment-là, s'intéresse davantage à ses enfants, et j'irai quelque part à tous ces enfants. Donc aucun mea culpa. Je pense qu'une réforme doit être poursuivie dans la durée et ajustée. Je vois des endroits où les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû. Mais vous savez pourquoi? Parce que là encore, contrairement à ce qui a été expliqué, qu'est-ce qui a accompagné la réforme des rythmes scolaires? Ce qu'on appelle les plans éducatifs de territoire. C'est-à-dire que chaque école, en associant les parents, devait décider samedi matin, mercredi matin, à quelle heure, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est précisément d'avoir donné le pouvoir aux gens qui, dans un certain nombre d'endroits, ont donné des choses merveilleuses, dans d'autres, il faut le reconnaître, un peu moins. Je crois qu'il faudra y revenir, garder les principes, mais faire en sorte que ce soit toujours le meilleur pour nos enfants. J'aimerais qu'on se souvienne aussi qu'on a remis en place une formation pour les enseignants, que l'on a fait la priorité aux primaires. J'ai entendu François Fillon dire qu'il faudrait faire la priorité aux primaires. Qu'ils se renseignent, on l'a fait. Rapprocher les écoles de l'économie, nous l'avons fait aussi. Et donc il faudrait être juste, exact, complet et précis. Ça aiderait le débat politique. Proposition pour la France, c'est votre programme. Vous n'avez toujours pas trouvé de slogan? Je n'en veux pas. Car sinon, vous ne commentez que les slogans, mais vous avez vu l'allusion. C'était le même titre que celui de Jospin en 1995. Je m'inscris dans une histoire. Je suis pleinement socialiste. Je suis de gauche. Toutes les gauches m'habitent. Et je suis fier de vouloir continuer aujourd'hui pour les Français cette histoire qui est votre patrimoine commun, vos droits sociaux, votre existence démocratique et même la liberté de la presse. Merci Vincent Peillon. Merci Léa. Merci. Restez avec nous. Restez sur France 2 tout de suite. À vos pinceaux.